Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce webinaire Les affaires intitulé L'état de l'énergie au Québec et la nouvelle politique énergétique 2016-2025. Mon nom est Frédéric Dumais, je suis gestionnaire de projet aux événements Les affaires. S'il y a un enjeu d'actualité, c'est bien celui de l'énergie et les énergies sous toutes ses formes. On entend parler à tous les jours des prix du pétrole, du prix de l'électricité, d'évolution des projets d'exploitation de pétrole québécois ou de différents projets de transport d'hydrocarbures. Le timing est donc bon pour notre prochain sommet énergie du 31 mars prochain. Nous aurons plusieurs conférenciers de renom qui nous entretiendront de projets aussi variés que l'électrification des transports, le transport du gaz naturel liquéfié, les énergies vertes et évidemment les hydrocarbures. Nous aurons aussi le ministre Pierre Arcan qui nous entretiendra notamment de la préparation de la prochaine politique énergétique du gouvernement du Québec. Alors, dans le cadre de ce sommet, nous avons décidé d'organiser un webinaire. Et nous sommes ravis de recevoir aujourd'hui M. Pierre-Olivier Pinault, professeur à HEC Montréal et titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie. M. Pinault est professeur en méthode quantitative de gestion à HEC Montréal et spécialiste des politiques énergétiques. Sa recherche porte sur l'intégration des marchés de l'électricité au Canada et dans le monde, ainsi que sur les approches optimales pour équilibrer la production et la consommation d'énergie. Il a travaillé en Finlande, au Pérou, au Cameroun, sur les questions de politique énergétique. M. Pinault a récemment mené une vaste étude sur l'état de l'énergie au Québec et nous trouvions des plus pertinents de présenter les grandes lignes de cette étude dans le cadre de ce webinaire. Il nous présentera également quelques réflexions sur la préparation de la prochaine politique énergétique du Québec. Les travaux ont d'ailleurs commencé récemment et des décisions importantes devront être prises au cours des prochains mois. Nous aurons donc un aperçu très éclairé de tout cela ce midi. Quelques mots sur le webinaire. Vous êtes plus de 300 participants de tous les horizons liés aux différentes filières énergétiques. Et vous provenez d'entreprises manufacturières, de firmes de consultants, d'associations et d'organisations gouvernementales. M. Pinault fera donc une présentation d'une quarantaine de minutes environ, ce qui nous laissera un peu de temps pour une période de questions. Et à ce propos, je vous invite là, donc, à poser vos questions par écrit dans la boîte de dialogue à la droite de votre écran. Je transférerai ensuite les questions à M. Pinault, qui sera un plaisir de vous répondre. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à M. Pierre-Olivier Pinault et à noter que le webinaire sera disponible sur notre site web pour une écoute en différé. Nous vous transmettrons un petit peu plus tard aujourd'hui les liens pour y accéder. M. Pinault. Bonjour, merci Frédéric pour cette introduction. Merci à vous tous pour votre présence pour ce webinaire. Alors, ça me fait très grand plaisir de présenter l'état de l'énergie au Québec et aussi de parler un petit peu de la nouvelle politique énergétique 2016-2025 qui est en préparation et qui devrait être déposée cet automne et que évidemment tout le monde attend avec intérêt. Donc le programme du webinaire, en fait, de manière non surprenante, je vais commencer par présenter l'état de l'énergie au Québec. Vous voyez à l'écran une photo du document que vous pouvez télécharger au site energie.hec.ca. C'est un document PDF d'une trentaine de pages qui est bien plus exhaustif que ma présentation ne va l'être. On a une quarantaine de minutes, donc on a quand même le temps de passer en revue l'entièreté du document, mais il y a beaucoup plus de données et de détails dans le document. Et je vais aussi un petit peu couvrir la nouvelle politique énergétique, vous donner un petit peu ma perspective, qu'est-ce qui s'en vient, faire un léger retour en arrière pour voir quel processus nous a amené jusqu'à la situation d'aujourd'hui. Donc, ma motivation à la chaire avec ma collègue Joanne Whitmore qui a co-créé cet état de l'énergie au Québec, c'était de pouvoir faire un bilan de l'énergie au Québec qui était plus intéressant et plus parlant que ce qu'on pouvait trouver dans les statistiques officielles et la documentation officielle. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le diagramme sur l'écoulement d'énergie au Canada que Statistique Canada met régulièrement à la disposition du public, en fait de moins en moins régulièrement parce que les Statistiques Canada, semble-t-il, ou constate-t-on, a de la peine à avoir des statistiques à jour et à mettre ces documents à jour, malheureusement. Et on a en une image le diagramme de l'écoulement d'énergie au Canada où on peut voir quelles énergies primaires sur la gauche arrivent dans le système et dans quel secteur ces énergies sont utilisées.
Ce diagramme, s'il a l'avantage de représenter visuellement un flot d'énergie ou plusieurs flots d'énergie, a plusieurs problèmes. Premièrement, le secteur de la transformation de l'énergie, par exemple le pétrole en produits pétroliers raffinés, est très peu visible sur le secteur. De la même manière, le secteur de l'électricité, la production d'électricité est très peu visible. On n'a pas une adéquation l'adéquation est impossible à faire entre les sources d'énergie et les secteurs d'utilisation. Si vous voulez savoir combien de produits pétroliers sont utilisés en transport, par exemple, vous ne pouvez pas le voir parce que tout est mélangé. La biomasse est complètement absente de ce diagramme-là, comme si ce n'était pas important, alors qu'au Canada et au Québec en particulier, la biomasse joue un rôle important. Et enfin, les pertes énergétiques ne sont pas visibles. On a l'impression que toute cette énergie-là, elle est utilisée à des fins utiles dans les secteurs de consommation. Or, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, en voyant ce constat-là et en faisant aussi le constat qu'il n'y avait pas de publication au Québec et au Canada qui faisait un portrait des systèmes énergétiques assez en détail, on s'est dit que ça valait la peine pour essayer de mieux comprendre les systèmes énergétiques dans la population, dans l'industrie, au gouvernement, dans le monde académique pour mes étudiants, de faire un portrait un peu plus complet et exhaustif, même si évidemment nous ne prétendons pas à l'exhaustivité. Il y a dans notre état de l'énergie des lacunes. Si vous en voyez certaines, je vous invite à me les communiquer et on va essayer de s'améliorer. On vise à faire un état annuel de l'énergie au Québec. Donc, la première chose qu'on a voulu faire, c'est d'avoir une meilleure visualisation du système énergétique que ce que Statistique Canada nous offrait, et on a créé ce diagramme Sankey, que j'appelle un peu plus informellement de diagramme spaghetti des flux énergétiques québécois. Donc, on avait précédemment là, la patate énergétique canadienne qui n'a pas de couleur et qui est peu explicite. Et on a essayé de l'améliorer en faisant un diagramme qui présente bien plus clairement les sources d'énergie, donc à votre gauche, en indiquant qu'est-ce qui est produit au Québec. Donc, nous avons de l'hydroélectricité, de la biomasse, donc qui est ici, de l'énergie éolienne. En 2012, on a importé encore de l'uranium parce que la centrale Gentilly était encore ouverte. Je mentionne que c'est pour 2012 parce que malheureusement, il y a toujours un délai entre les dernières statistiques énergétiques qui sont disponibles et le moment présent. Donc, à l'époque où l'été et l'automne dernier, quand on a préparé cet état de l'énergie, c'était les statistiques de 2012 qui étaient disponibles. Et ce qu'on se aperçoit, donc, en voyant ce diagramme, c'est que à la fois l'hydroélectricité et le pétrole importé représentent au Québec la majorité de l'énergie consommée. On a les secteurs de transformation, donc on voit le pétrole, il est transformé en produits pétroliers raffinés. Et après, il y a évidemment la distribution pour le secteur du transport, pour le secteur industriel, le secteur résidentiel. Donc en résidentiel et en industriel, c'est essentiellement des produits pétroliers raffinés qui sont utilisés pour la chaleur qu'elles dégagent, que ces produits dégagent. En transport, c'est pour nos véhicules. Il y a des exportations. On s'aperçoit que nos exportations sont très importantes de produits pétroliers raffinés et en fait en contenu énergétique bien plus importantes que les exportations d'électricité que nous voyons en haut. Et on peut voir clairement les trois grands secteurs de consommation au Québec, le secteur résidentiel et commercial, les bâtiments, le secteur industriel et le secteur du transport. On peut voir quelles sources d'énergie sont utilisées dans ces différents secteurs-là. On peut clairement voir, par exemple, que la biomasse va dans tous les secteurs de consommation, mais évidemment très peu en transport, parce que encore aujourd'hui, on a une très faible production d'éthanol et de biodiesel au Québec, même si cette production est présente. Et on a autre élément important à réaliser, c'est qu'il faut faire la distinction entre l'énergie utile qui vient directement répondre à nos besoins énergétiques, qui sont la mobilité, qui sont une température agréable dans les bâtiments, qui sont de la chaleur, la capacité à fournir de l'énergie mécanique, qui sont évidemment pour faire fonctionner nos ordinateurs, on a besoin d'une puissance électrique qui est nécessaire.
Cette énergie utile, mais dans nos systèmes énergétiques globaux, on a pour chaque unité d'énergie utile une unité, en fait plus ou presque environ une unité d'énergie perdue pour chaque unité d'énergie utile. Cette énergie perdue, elle est perdue à différents endroits dans les systèmes. On a dans les en transport d'électricité, évidemment, des pertes sur les réseaux électriques qui sont gérés, qui peuvent être optimisés, mais qu'il est difficile d'annuler complètement. On s'aperçoit qu'il y a des pertes de chaleur très importantes dans le secteur industriel et du transport, puisque le secteur du transport, essentiellement, est basé sur des véhicules à combustion interne qui ont une efficacité globale là, de 20%. Donc, environ 20% de l'énergie qu'on met dans nos réservoirs automobiles sert réellement à nous offrir une mobilité. 80% est perdu en chaleur ou alors dans un moteur qui tourne pendant que nous sommes à l'arrêt ou d'autres pertes plus marginales. Donc ça, c'est le portrait général et si vous deviez n'avoir qu'un seul souvenir de ce webinaire, j'espérerais que ce soit ce diagramme Sankey, qui est le nom technique, mais qui est cet aperçu en une image du flot énergétique, des flots énergétiques québécois. Le document de l'état de l'énergie au Québec en lui-même, vous voyez la table des matières ici, c'est ce qu'on va couvrir dans les prochaines minutes avant de rentrer dans la politique énergétique québécoise. Mais donc, on a ce menu, cette table des matières. Je vais évidemment pas aller dans tous les détails du document en tant que tel que vous pouvez télécharger, mais je vais faire cette petite rétrospective de l'année 2014 et on va rentrer un peu plus en détail dans les sources d'énergie, la transformation de l'énergie au Québec, la consommation, les secteurs de consommation. C'est très important pour comprendre l'état de l'énergie au Québec, de savoir où est-ce qu'on consomme, comment on consomme et surtout comment nos modes de consommation évoluent. Et donc, j'aurai quelques graphiques à vous montrer sur l'évolution de notre parc automobile, notre parc résidentiel, qui sont des tendances qui, malheureusement, ne sont pas très bonnes en ce qui concerne la consommation énergétique. On va aussi parler d'émissions de gaz à effet de serre, de l'énergie et de l'économie québécoise et de certaines perspectives pour 2015. Alors, commençons tout de suite par une petite rétrospective pour 2014. C'était évidemment un petit peu comme cette année, une année où les pipelines ont occupé une grande part du discours et de l'attention médiatique. L'oléoduc de Enbridge, la ligne 9B, dont le renversement a été officialisé, qui aurait dû rentrer en fonction à la fin de 2014, mais un délai supplémentaire est nécessaire actuellement pour répondre à toutes les exigences de l'Office national de l'énergie. Et donc, pour l'instant, on vise une mise en service de la ligne 9B en mai ou juin de 2015. Et évidemment, le dépôt du projet Énergie Est à l'Office national de l'énergie a fait beaucoup couler d'encre. Avec ce dépôt du projet Énergie Est, les approvisionnements en gaz naturel sont aussi venus à l'avant-scène parce qu'on parle dans Énergie Est d'une conversion d'un gazoduc en oléoduc, une conversion partielle d'un gazoduc en oléoduc et évidemment ça compromet à un certain niveau les approvisionnements en gaz naturel pour le Québec durant les périodes de pointe, l'hiver en particulier quand la demande de gaz naturel est élevée. Et il y a aussi eu plusieurs projets de liquéfaction de gaz naturel liquéfié au Québec qui ont été annoncés. Gaz Métro a annoncé plusieurs projets dont une participation gouvernementale dans Gaz Métro GNL, une nouvelle filiale. Et on a aussi des projets qui voient le jour de liquéfaction sur la Côte-Nord, dans le Saguenay, pour répondre à une demande anticipée de gaz naturel dans les années à venir. Il y a évidemment eu le plan d'action sur les hydrocarbures qui a été annoncé par le gouvernement avec une évaluation environnementale stratégique qui a cours actuellement et dont les résultats devraient être connus encore une fois à la fin de l'été 2015. Le marché du carbone a vu le prix de la tonne passer de 11,39 à 13,68 à la fin 2014. Et aujourd'hui même, on devrait avoir, si ce n'est déjà fait, je n'ai pas eu le temps de vérifier aujourd'hui, mais les résultats de la dernière enchère qui ont lieu la semaine dernière, une enchère qui avait un prix minimum de 15 $ la tonne. Et aujourd'hui, on devrait apprendre quel est le prix de cette dernière enchère pour les acheteurs québécois. Donc, on peut attendre dès 2015 à payer plus de 15 $ la tonne pour le carbone, ce qui montre que
le gouvernement est très sérieux et que ce marché du carbone commence à avoir un impact sur le marché. On a parlé en 2014 d'électricité et on se rapproche d'une nouvelle vague médiatique sur la hausse tarifaire qui a été demandée pour 2015 d'Hydro-Québec. Donc la Régie de l'énergie, d'ici quelques semaines, devrait statuer sur quelle hausse nous allons avoir le 1er avril prochain. Mais l'année dernière, à cette époque-ci, on apprenait qu'on aurait 4,3% de hausse pour notre facture d'électricité. Et il y a eu des appels d'offres éoliens qui ont vu plus de 6 000 mégawatts d'énergie éolienne être offertes à Hydro-Québec. Donc, ce qui montre bien qu'on a beaucoup de projets éoliens qui pourraient être réalisés au Québec. Et ce qui est à long terme évidemment une bonne nouvelle, mais à court terme pour les consommateurs d'Hydro-Québec, cela fait augmenter la facture. On a eu des progrès en biométhanisation et en énergie solaire. Je tiens toujours à mentionner un petit projet marginal, mais de solaire thermique pour industriel, Cascane, qui a développé un parc solaire. Et c'est quand même un projet intéressant qui montre que même au Québec, on peut le faire. Évidemment, c'est soutenu par des subventions et le coût au gigajoule reste élevé. Mais ce sont des progrès en énergie renouvelable qu'il est important de noter. Donc c'était un petit peu ma rétrospective de 2014 qui est un peu plus complète dans le document, mais qui encore une fois ne peut pas être complètement exhaustive. On a déjà vu quelles sont nos sources d'énergie au Québec dans le diagramme que je vous ai montré. Ici, vous voyez donc ces mêmes sources d'énergie traduites en unités qui sont plus conventionnelles. Donc ici, on a des millions de barils pour le pétrole, des mètres cubes pour le gaz naturel. Et on s'aperçoit encore une fois, donc c'est une redite, que le pétrole et l'hydroélectricité restent de loin nos principales sources d'énergie, suivies du gaz naturel et de la biomasse qui représente quand même près de 10% de notre approvisionnement énergétique. Le pétrole, et on va commencer par le pétrole, en 2013 venait d'un très grand nombre de pays. Donc on a ici une carte du monde où on a les principaux pays qui nous ont fourni du pétrole en 2013. On a un petit peu de pétrole canadien qui est arrivé, environ 5%. Ce que j'aime souligner, c'est une incongruité dans les statistiques de Statistique Canada et qu'on a deux sources de Statistique Canada qui sont contradictoires. Et donc là, au Canada et au Québec, on a un problème dans nos données énergétiques. Il est très difficile d'avoir l'heure juste sur les importations de pétrole. Par exemple, pour 2013, on a une source de Statistique Canada qui nous dit qu'on a 8% des importations qui viennent de Norvège et une autre source de Statistique Canada qui nous dit que c'est 17%. Même chose pour le Nigeria, une source met les importations nigériennes à 14%, une autre à 5%. Je ne peux malheureusement pas clore le débat là-dessus, mais ça souligne un petit peu le problème en données énergétiques au Canada et au Québec. Nous sommes une puissance énergétique. Le Canada est le 5e plus gros producteur d'énergie au monde, derrière l'Arabie Saoudite, les États-Unis, la Chine, la Russie, et donc on est un très gros producteur d'énergie, mais semble-t-il, nous ne sommes pas en mesure de bien comprendre parfaitement notre état de l'énergie. Ce que je tiens à souligner, ça, c'est quelques graphiques qui sont en dehors de l'état de l'énergie du document que je vous ai montré, mais que j'ajoute pour donner un aperçu plus récent des importations de pétrole au Québec. En 2014, changement radical, 50% des importations, plus de 50% des importations de pétrole viennent des États-Unis. Et l'Algérie, ici, qui représente 12% en 2014, était le principal fournisseur de pétrole. On remonte en arrière, si on va en 2013, l'Algérie représentait 26% de nos importations et en 2012, une année en arrière, ça représentait 42% des importations. Donc, ce que ces trois graphiques-là montrent, c'est que le portrait de nos approvisionnements en pétrole change à une rapidité folle. En 2012, les États-Unis ne représentaient que 1% de nos importations et la révolution du pétrole de schiste aux États-Unis a fait croître ce pourcentage en 2013 à 8%, en 2014 à 54%, et c'est donc des changements fondamentaux dans la géopolitique du pétrole que nous observons avec justement ce pétrole de schiste qui est produit essentiellement au Dakota du Nord et au Texas et qui nous arrive au Québec quand c'est le cas dans le cas du Texas par bateau qui remonte donc sur la côte atlantique jusqu'au Québec et dans le cas du Dakota du Nord par train ou par pipeline dans une certaine mesure, mais par train, on a tous
eu évidemment, on a tous entendu parler de la tragédie du lac Mégantic qui symbolisait cette nouvelle entrée massive de pétrole par train au Québec, mais de traversée du pétrole par train. Et on voit aussi de plus en plus fréquemment des trains de pétrole traverser le Québec et vous les observez sur les voies ferrées québécoises. En 2015, on voudra avoir un changement encore. On devrait encore avoir du pétrole américain, on devrait avoir du pétrole canadien qui arrivera bien davantage lorsque le pipeline de Enbridge, la ligne 9B, rentrera en fonction et amènera à Montréal du pétrole de l'Ouest canadien. Et, avec les prix du pétrole qui ont chuté, on devrait peut-être voir cependant quelques parts de marché de l'Algérie et d'autres pays importateurs réaugmenter parce que le pétrole étant si peu cher, il redevient compétitif de l'importer par rapport au pétrole américain. Donc c'est ce qu'on voit dans les approvisionnements en pétrole qui, au Québec, rappelons-le, est transformé. 20% de la capacité de raffinage canadienne se trouve au Québec. On a 2 raffineries importantes, Valero à Lévis, 265 000 barils de pétrole par jour de capacité de raffinage, Suncor à Montréal, 137 000 barils par jour de capacité de raffinage, ce qui est assez unique dans le nord-est américain, puisqu'il faut le souligner, en Nouvelle-Angleterre, dans l'État de New York, il n'y a aucune raffinerie, ce qui rend à toute fin pratique le Québec autosuffisant en produits pétroliers raffinés. C'est une contribution économique au Québec qu'on sous-estime souvent, on aura l'occasion d'y revenir. Ces raffineries, elles produisent essentiellement du diesel et de l'essence pour les moteurs, les 2 produits principaux. Comme on le verra un peu plus tard, le diesel n'est pas très utilisé au Québec, mais c'est ce qui sort de nos raffineries. Donc, on exporte essentiellement du diesel et on importe de l'essence en Amérique du Nord et au Québec pour satisfaire nos besoins. Il y a donc des échanges de produits pétroliers, de pétrole et de produits pétroliers. On a depuis très longtemps des pipelines qui sont en fonction au Québec. Notre pétrole brut arrivait en bateau par le golfe du Saint-Laurent, mais aussi par ce pipeline Portland-Montréal, Portland dans le Maine, qui arrivait jusqu'à Montréal et qui est de moins en moins utilisé justement parce que nos approvisionnements ont évolué. Jusqu'à récemment, Enbridge, la ligne 9B, nous amenait aussi du pétrole, ne nous amenait pas de pétrole, mais transportait le pétrole de Portland jusque dans l'Ouest, en Ontario et au-delà. Mais évidemment, avec la capacité de production en Alberta et ces nouvelles sources de pétrole, on veut renverser ce flot pour ramener du pétrole à Montréal. On a 2 pipelines de produits pétroliers raffinés, le pipeline Transnorthern qui amène le pétrole, les produits raffinés à Montréal, qui les amène jusqu'à Ottawa et jusqu'en Ontario. Donc, on exporte une partie de nos produits pétroliers raffinés par ce pipeline-là. Et les produits qui sont raffinés et obtenus à Lévis sont amenés à Montréal par un pipeline, le pipeline Saint-Laurent. Et là, on voit le tracé du projet de pipeline Énergie Est. Donc, le gazoduc qui est construit, mais qui deviendrait un oléoduc jusqu'à Montréal. Et ce qui reste à construire, ou ce qui pourrait être construit de Montréal jusqu'à Saint John au Nouveau-Brunswick, évidemment, dont vous avez entendu parler et qui pourrait être construit d'ici 2020. On a au Québec beaucoup de transports maritimes de produits pétroliers. C'est quelque chose qu'on a tendance à sous-estimer. Les statistiques sont peu récentes. Malheureusement, on n'a pas pu obtenir de statistiques pour des années plus récentes que 2011. Mais ce que ça montre, ce que ça a l'avantage de montrer, c'est que même en 2011, on exportait des produits pétroliers raffinés de Sorel. Donc, vous voyez Sorel ici, des chargements de 1/10 de million de tonnes. Pour l'avoir un équivalent en barils, vous pouvez multiplier par un peu plus que 7, ce qui nous donne presque 1 million de barils chargés à Sorel pour l'étranger, puisque vous voyez le port en rouge ici, ce sont pour les marchés internationaux. Donc, dès 2011, on avait des exportations de produits pétroliers raffinés de Sorel, de Québec, évidemment de Montréal, et des déchargements à Montréal de pétrole ou de produits pétroliers raffinés. Même chose à Québec, on avait évidemment pour la raffinerie de Valero des déchargements
donc plus de 70 millions de tonnes, 70 millions de barils de pétrole qui ont été déchargés à Québec en 2011. Et ça continue évidemment à ce jour, puisque à Québec, l'entièreté de l'approvisionnement en pétrole se fait par bateau. Quand la Valero se fera approvisionner par le pipeline d'Enbridge, il va y avoir des bateaux de Montréal qui vont faire la jonction jusqu'à Québec. Et on aura un transport maritime de Montréal à Québec. Et évidemment, il y aura moins de pétroliers qui vont arriver à Québec par le golfe du Saint-Laurent. Donc, on va avoir une évolution du transport maritime sur le Saint-Laurent avec moins de pétroliers venant d'outre-mer et certains pétroliers qui vont faire la jonction entre les deux. Et tous ces petits ports que nous voyons là, tout au long de la Gaspésie et de la Côte-Nord, ce sont des ports qui évidemment sont importants pour l'approvisionnement en mazout et en diesel, en produits pétroliers raffinés pour l'industrie. C'est possiblement un mazout qui va être appelé à être remplacé par du gaz naturel liquéfié, voire de la biomasse liquide. Des biocombustibles dans un avenir assez proche. Tous les projets de gaz naturel liquéfié dont j'ai parlé se visent à remplacer une partie de ce mazout-là. On a en transformation d'énergie aussi au Québec beaucoup d'hydroélectricité. Le Québec est le 4e plus gros producteur mondial d'hydroélectricité, derrière la Russie, pas la Russie, mais le Brésil, la Chine et les États-Unis, qui sont des producteurs plus importants d'hydroélectricité que le Québec. Mais en termes par habitant, le Québec, avec la Norvège, est loin devant le reste du monde avec une production et ça c'est pas un chiffre que vous voyez, mais c'est un chiffre qui est environ de 24 000 kWh de production d'hydroélectricité par année au Québec. Donc, essentiellement, c'est Hydro-Québec qui produit cette hydroélectricité. On a de l'industrie, Rio Tinto, Alcan et des papetières qui produisent aussi de l'électricité. Et on a aussi, marginalement, d'autres sources d'électricité au Québec. Il y a des échanges d'électricité. Nous importons de l'électricité, essentiellement de Terre-Neuve et Labrador. Nous exportons beaucoup d'électricité, essentiellement vers le Vermont, la Nouvelle-Angleterre et l'État de New York, qui sont nos principaux clients. On est souvent fiers de nos exportations à juste titre parce qu'elles rapportent des bonnes quantités d'argent au Trésor à Hydro-Québec et au Trésor québécois. Mais en termes purement énergétiques, nous sommes un importateur net d'électricité puisque nos totales d'importation excèdent nos exportations. Évidemment, l'électricité qui est produite aux chutes Churchill du Labrador ne sont pas produites en sol québécois, donc ce n'est pas une production québécoise en tant que telle, même si un contrat d'approvisionnement jusqu'en 2041 permet à Hydro-Québec de bénéficier de la presque entièreté de cette production-là. On a un réseau de transport d'électricité qui est vaste, qui est très interconnecté avec nos voisins. Donc, on a des petites interconnexions avec l'Ontario, de plus grandes interconnexions avec l'Ontario. Ici, on la voit, la plus grosse interconnexion de 1250 mégawatts qui permet d'exporter et d'importer de l'Ontario de bonnes parts d'électricité. On importe souvent la nuit d'Ontario puisque les prix en Ontario sont souvent très, très avantageux la nuit pour les importations. Et on a des interconnexions avec la Nouvelle-Angleterre, l'État de New York. À l'heure où on se parle, on exporte à New York à un prix d'environ 14 cents pas à New York, mais en Nouvelle-Angleterre, on exporte à 14 cents le kilowattheure. À New York, à l'heure où on se parle, on exporte à un prix moins élevé, 44 $ le mégawattheure, donc 4,4 sous le kilowattheure. Mais ce sont des interconnexions qui pourraient se développer à l'avenir. On a des projets d'interconnexion avec l'État de New York, avec le Vermont, avec le New Hampshire, qui pourraient faire en sorte qu'on exporte beaucoup plus d'énergie en Nouvelle-Angleterre particulièrement. Et le rapport annuel de Hydro-Québec va le montrer. Les exportations sont très rentables. En 2014, elles ont été très rentables. Comme je vous le disais à l'instant où on se parle, Hydro-Québec exporte à 14 sous le kilowattheure en Nouvelle-Angleterre. Ça s'est passé de la même manière en 2014 et ce sont des tendances. C'est pas tous les mois comme ça, c'est le froid qui explique ces hauts prix, mais ce sont des exportations d'autant plus rentables que le prix le dollar canadien a chuté. Donc pour 2015, en termes d'exportation d'électricité, ce sont des bonnes nouvelles.
On a, en termes de transformation d'énergie, la biomasse, on la transforme en différents types d'énergie, de la biomasse forestière qui va être peut-être directement brûlée, mais aussi transformée en granules de bois exportés en Europe ou en d'autres produits, en d'autres biocarburants. On a certains éthanols qui sont produits majoritairement avec du maïs, mais de plus en plus, on a des projets d'Enerchem pour transformer de la biomasse forestière en éthanol. Nous sommes un producteur de biodiesel au Québec. Vous avez des compagnies. De plus en plus, on va produire du biogaz directement dans les dépotoirs, mais aussi avec des usines de biométhanisation. Les projets à Saint-Hyacinthe, mais dans beaucoup de municipalités au Québec, plus d'une dizaine de projets de digesteurs qui vont produire des biogaz à partir des déchets organiques des municipalités, vont permettre de produire du biogaz, du gaz naturel renouvelable, qui va pouvoir ultimement être injecté dans le réseau de gaz métro et être vendu. Donc ça ne pourra jamais remplacer le gaz naturel obtenu de sources fossiles, mais ça peut contribuer à approvisionner le Québec en gaz naturel renouvelable. Je passe rapidement à la consommation d'énergie au Québec. 3 grands secteurs de consommation. Le bâtiment, souvent on ne le conçoit pas comme un secteur de consommation parce qu'on parle plus du secteur résidentiel et commercial, mais c'est vraiment une consommation énergique dans le bâtiment, le secteur industriel et le secteur du transport. Ce sont les 3 grands secteurs. Alors si vous le voulez bien, on va passer un petit peu de temps là-dessus. Avant de passer quelques minutes là-dessus, qu'est-ce qu'on consomme? Ça, c'est une redite un petit peu des produits pétroliers raffinés, de l'électricité, du gaz naturel, des biocombustibles. C'est la tarte de consommation d'énergie au Québec. En transport, essentiellement, nous utilisons du pétrole, on va le voir à au prochain graphique, mais en transport, c'est le transport des passagers qui utilisent plus de 60% pardon, de l'énergie utilisée en transport. Le transport des marchandises, presque 40%. Et pour le transport des passagers, ce sont les voitures et les camions légers donc le transport individuel, vraiment vous et moi qui allons au travail, allons faire notre épicerie, allons au cinéma, qui utilisons presque 50% de l'énergie utilisée en transport de passagers. Dans le transport des marchandises, c'est essentiellement des camions lourds, des camions moyens, des camions légers, le transport maritime, le rail, mais comme on le voit, c'est une problématique de transport routier qui domine la consommation d'énergie en transport. On a, et ça c'est une tendance que je tiens à souligner, on a un parc automobile au Québec qui évolue d'une manière assez similaire à celle de l'Amérique du Nord, mais qui a évolué de manière bien plus rapide que la population. On a eu une croissance entre 90 et 2011 de 14% de la population québécoise. Le parc de voitures a augmenté de 15%. Le parc de camions légers, les VUS et les camionnettes, pour les individus, pour les ménages, a augmenté de 166%. On avait 500 000 camions légers pour les ménages en 90 et on en a plus de 1 200 000 en 2011. Donc c'est une croissance énorme, bien plus rapide que la population. Nous aimons au Québec de plus en plus avoir des gros véhicules qui coûtent plus cher à l'achat et nous aimons payer 20% de plus à la pompe pour remplir des réservoirs qui sont plus grands que les voitures que nous aurions pu acheter à la place. Donc notre amour du camion léger au Québec, il est particulier. Ce 166%, c'est le plus fort pourcentage au Canada à travers les provinces canadiennes. Ça s'explique en partie parce que c'est au Québec qu'on en avait le moins au départ, donc on essaie de faire notre part pour rattraper le plus rapidement possible notre retard sur les autres provinces canadiennes en termes de possession de camions légers. Et on voit pour le transport de marchandises, là les 3 lignes du bas, c'est aussi des camions légers pour le transport de marchandises qui c'est le plus en croissance et encore une fois, ce sont des tendances très préoccupantes pour l'évolution de notre parc automobile. L'essence domine, comme je le disais, en transport pour les véhicules de promenade. On avait 4,5 millions de véhicules de promenade en 2013, seulement 2327 véhicules électriques enregistrés à la Société d'assurance automobile du Québec, une goutte d'eau. Cette goutte d'eau, elle ne pourra malheureusement pas croître très rapidement d'ici 2020. Donc, pour ce qui est de nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre pour 2020, l'électrification des voitures, des véhicules de promenade, à toute fin pratique, ne doit absolument pas compter.
dans la balance. Pour les logements, dans le bâtiment, on a une tendance qui est aussi très préoccupante. Je vous demanderai de vous concentrer sur cette ligne ici, cette ligne pointillée, qui montre le nombre de logements par 1000 habitants entre 1990 et 2011. En 1990, il y avait ici environ 400 logements pour 1000 habitants. En 2011, on était à plus de 450 logements pour 1000 habitants. Donc, on a de plus en plus de logements par personne au Québec. Et une statistique que je ne montre pas ici, mais qui est dans le rapport de l'énergie, chacun des logements en moyenne, donc la moyenne de la superficie des logements augmente. Donc, on a plus de logements par 1000 habitants au Québec et on a des logements qui sont de plus en plus grands. Et ces logements de plus en plus grands et ce plus grand nombre de logements fait en sorte que tous les gains d'efficacité énergétique qu'on réalise par mètre carré de logement, ils sont annulés ou quasiment annulés en termes de consommation totale d'énergie parce qu'on a plus de logements et des plus grands logements. Donc, en termes de consommation totale, consommation absolue, on n'a pas de gain dans le secteur du bâtiment pour le logement et en consommation dans le secteur du commerce et institutions. On a des tendances qui sont un petit peu similaires, moins marquées. C'est pas ce qui est montré dans ce graphique-là. Dans ce graphique, vous avez ici comment est-ce qu'on utilise l'énergie dans les bâtiments commerciaux. C'est essentiellement pour le chauffage des locaux et le chauffage de l'eau. Donc, on a plus de 40% qui est utilisé pour le chauffage. Dans le secteur résidentiel, c'est plus de 60%. Je pense que c'est 70%. Les statistiques sont dans l'état de l'énergie. Le document que vous pourrez télécharger, mais le chauffage des locaux, le chauffage de l'eau représente la majeure partie de notre consommation énergétique dans le logement résidentiel, surtout, et dans le logement, dans les bâtiments commerciaux encore, mais un peu moins marqué. De l'industrie, un gros secteur de consommation. Pourquoi est-ce qu'on utilise beaucoup d'énergie au Québec dans le secteur industriel? Essentiellement parce qu'on a pu attirer des alumineries et dans le secteur des pâtes et papiers. Et donc, ça représente 50% de notre consommation industrielle et d'autres types. Quand on regarde l'industrie, c'est le secteur qui a fait le plus d'efficacité énergétique ces dernières années. Il y a eu aussi des fermetures de pâtes dans les pâtes et papiers. Donc, on a globalement une légère décroissance de la consommation industrielle. L'efficacité des systèmes, je pense que c'est important de souligner. Le diagramme spaghetti, le diagramme Sankey avec lequel j'ai commencé ma présentation de ce webinaire montrait où se trouvaient les pertes énergétiques. Ici, elles sont resymbolisées dans une tarte où vous voyez que le secteur du transport représente 38% de nos pertes énergétiques. C'est vraiment là où on a des gains très importants à réaliser. C'est surtout en revoyant notre approche à la mobilité, en essayant de sortir le plus possible de l'auto-solo et surtout de la grosse auto-solo que nous réaliserons ces gains-là. C'est techniquement facile et faisable de le faire d'ici 2020, mais socialement, évidemment, ça demande des changements d'habitude de transport, ça demande une pénétration du covoiturage avec des applications comme UberX ou Netlift qui permettent de covoiturer de façon en temps réel avec nos téléphones intelligents, ou d'utiliser des voitures d'autopartage, de communauto, Car2Go, qui nous permettraient donc de renoncer bien davantage à notre véhicule individuel parce qu'on aurait accès à du covoiturage, du transport en commun, des véhicules en autopartage. Et je dois aller rapidement parce que le temps file et il y a des questions qui me sont posées, donc on va aller vers la période de questions. Mais les gaz à effet de serre, on les connaît au Québec. Si vous avez le portrait ici, c'est le secteur pétrolier du transport qui est le plus grand défi, comme je viens de le mentionner. L'énergie et l'économie, ce que je veux mentionner, c'est qu'en termes, on parle beaucoup d'énergie comme étant important pour l'économie, et c'est vrai, mais en termes de pourcentage du PIB, ça reste un petit pourcentage, moins de 5% du PIB du Québec est à l'énergie, est lié à l'énergie, mais évidemment, ça vient énergiser notre secteur, toute l'économie du Québec. On dépend de l'énergie, c'est important. En termes d'exportation, l'électricité est importante, mais comme on le voit, les produits pétroliers raffinés sont encore plus importants que les exportations d'électricité, donc c'est un rôle à ne pas négliger. Évidemment, on importe beaucoup de pétrole et de produits pétroliers raffinés, donc c'est à prendre en compte.
les dépenses des ménages québécois pour l'énergie, ici vous avez pour les 5 quintiles de revenus des ménages. Donc vous avez les revenus, le 20% des ménages les moins fortunés, c'est le premier quintile, jusqu'aux 20% des ménages les plus fortunés. Et là, vous avez leurs dépenses en énergie, leurs dépenses en électricité, leurs dépenses en essence. Et là, vous voyez donc, évidemment, les gens les moins fortunés dépensent beaucoup moins que les gens les plus fortunés en énergie par quintile de revenus des ménages. Ce qui nous amène à réfléchir sur la problématique du prix de l'électricité. On le voit, les ménages à faible revenu dépensent par année 800 $ pour l'électricité contre plus de 2000 $ pour les ménages à revenus plus élevés, donc plus de double. Et on peut se questionner, est-ce qu'il est normal que les ménages à revenus plus élevés payent un prix d'électricité qui est aussi bas? Et quand on voit pour l'essence, eh bien, on s'aperçoit que aussi les ménages à revenus élevés dépensent beaucoup plus d'argent pour l'essence, et donc il y a lieu de se questionner là sur les bonnes approches pour protéger les ménages à faible revenu d'un prix plus élevé de l'énergie, mais pour surtout amener l'entièreté de la population québécoise à avoir des meilleures pratiques d'efficacité énergétique. Simplement de manière anecdotique et un petit peu comique, on a au Québec autant de dépenses pour l'alcool et le tabac que pour l'électricité. Donc on voit encore une fois par quintile de revenus des ménages des dépenses en alcool et tabac qui sont parfaitement équivalentes à celles pour l'électricité. On a même certains quintiles de ménages, là, le Q4, qui dépense 300 $ de plus en alcool et tabac qu'en électricité. Donc peut-être que les ménages québécois ont une certaine marge de manœuvre pour payer un petit peu plus pour leur kilowattheure, surtout quand on connaît le potentiel d'efficacité énergétique qui serait réalisable au Québec. Parlons de la nouvelle politique énergétique. Je m'excuse, j'ai un débit rapide et j'essaie de tout couvrir. On sort donc de notre stratégie 2006-2015 qui nous a donné, comme le graphique le montre, des éoliennes en plus au Québec. On va bientôt atteindre 4000 MW d'éoliennes au Québec et des barrages supplémentaires. La Romaine, la mise en service de la Romaine récente symbolise ces barrages-là. Donc on a en gros réalisé cette stratégie énergétique qu'on pourrait caricaturalement résumer en plus d'éoliennes, plus de barrages. Nous l'avons réussi. Le gouvernement de Pauline Marois avait entamé une démarche pour écrire la nouvelle politique énergétique, une longue démarche qui a donné un gros rapport avec un grand nombre de consultations et beaucoup de recommandations faites par les gens qui ont écrit des mémoires et un nombre de recommandations faites par les deux commissaires, M. Lanoux et M. Musso. Bon, ils n'ont pas fait 3600 recommandations, ils en ont fait plus d'une centaine cependant. Alors, un grand nombre de recommandations qui étaient d'une manière générale très intéressantes, mais qui étaient probablement trop nombreuses pour que le gouvernement de M. Couillard puisse les reprendre et les accepter. Donc, M. Couillard et le gouvernement québécois, le nouveau gouvernement québécois a lancé une nouvelle démarche qui a actuellement lieu, qui procède en 3 grandes étapes. Une table ronde sur l'efficacité énergétique qui a eu lieu le 13 février dernier, une autre qui est sur les énergies renouvelables qui aura lieu en mars, et une dernière table ronde sur les hydrocarbures qui aura lieu en juin prochain. Il y a des fascicules qui sont rendus disponibles sur le site politiqueénergétique.gouv.qc.ca que le gouvernement québécois a mis en ligne. Et laissez-moi encore 2 ou 3 minutes pour donner ma vision. Qu'est-ce que je recommande pour la politique énergétique? C'est qu'on mette fin en électricité aux 2 subventions que nous donnons actuellement aux consommateurs et qu'on crée un fonds de soutien à l'efficacité énergétique. Donc on cesse de dépenser en programme d'efficacité énergétique, mais qu'on finance un fonds de soutien énergétique pour permettre de libérer des capitaux pour faire de la rénovation qui transformerait nos bâtiments à travers des investissements que le fonds de soutien à l'efficacité énergétique ferait, et aussi qui viendrait aider les ménages à faible revenu parce qu'ils ne bénéficieraient plus de faibles prix d'électricité, mais on les aiderait financièrement à compenser cette augmentation. En transport, il y aurait des grands changements à faire. Voici les changements que je suggère. Je vais passer rapidement pour simplement mentionner les 2 subventions à l'électricité, d'où elles viennent. La première subvention, c'est l'interfinancement dont les consommateurs résidentiels bénéficient.
Ici, vous avez le revenu moyen des différents types de clientèle d'Hydro-Québec, vous avez le coût moyen, le coût de service moyen de ces types de clientèle, et vous avez l'écart. Vous avez l'écart moyen, 1,5 cent dont les consommateurs résidentiels bénéficient par kilowattheure, qui fait baisser le coût moyen de service tel qu'établi par Hydro-Québec par rapport au revenu moyen d'Hydro-Québec. Donc c'est une subvention que les consommateurs d'affaires et industriels payent. Donc ils payent plus cher leur kilowattheure que le coût de service de ces clientèles-là. C'est une aberration en termes de signal de prix. Les industries québécoises seraient très contentes de pouvoir bénéficier d'un rabais et on enverrait un meilleur signal de prix aux consommateurs résidentiels qui commenceraient à payer le prix de leur consommation, ce qui serait à toute fin pratique une bonne chose d'un point de vue de signal de prix et de principe du développement durable. On a aussi une deuxième subvention à travers le bloc patrimonial qui coûte moins que 3,16 cents le kilowattheure aux consommateurs québécois. Et quand on regarde le prix moyen à l'exportation en 2012, ici, le prix moyen a été de 3,72. Donc, même en 2012, quand on avait des prix à l'exportation qui étaient extrêmement bas, eh bien, nous avions un prix à l'exportation qui était plus élevé que le prix du bloc patrimonial. Cette différence de prix là entre le 3,72 et le 3,16, c'est ce que les économistes appellent une subvention indirecte à la consommation parce que ça rend la consommation meilleur marché que le prix de marché qu'on obtiendrait si on avait une tarification qui était plus proche du coût marginal ou du coût de production ou du prix de marché. Et donc même dans les pires années d'exportation en termes de prix, parce que 2012 c'était une mauvaise année pour le prix, mais comme on le voit en termes de quantité, c'était une excellente année d'exportation. On a exporté 25 TWh en 2012, 27 en 2013 et en 2014, on va le savoir cette semaine dans les résultats d'Hydro-Québec. Eh bien, on a une deuxième subvention qu'il y aurait lieu de revoir et ça mettrait fin donc à la deuxième subvention. Ce que j'anticipe cependant pour la prochaine politique énergétique, j'anticipe de nouveaux programmes en efficacité énergétique. Je souhaite une révolution, je crois que c'est possible d'avoir une révolution, mais j'anticipe cependant que le gouvernement reste peut-être trop frileux et fasse simplement de nouvelles annonces. Comme on aime beaucoup l'énergie renouvelable au Québec, on va sans doute annoncer quelques nouveaux barrages, quelques nouvelles éoliennes, mais pas trop, mais un peu quand même. Et en hydrocarbures, ça ne surprendra personne, on va continuer l'exploration et avoir une production commerciale limitée. À mon avis, je crois qu'on va trouver le moyen de la faire de manière responsable, cette production commerciale qui sera au moins dans un premier temps limitée. Junex, Petrolia ont des très bonnes nouvelles sur leur production en Gaspésie. Ça serait très probable d'avoir dès 2015 une certaine production commerciale, mais très limitée, et peut-être d'ici 2020 un certain niveau de production ou de préparation à une production sur l'île d'Anticosti, mais évidemment, il y a beaucoup d'étapes à réaliser avant cela. Je remercie les commanditaires de ma chaire de gestion du secteur de l'énergie qui ont permis cet état de l'énergie de voir le jour. 9 compagnies qui ont cru dans ce projet de chaire de gestion du secteur de l'énergie que je remercie. Je vais tout de suite céder la parole à Frédéric Dumais pour commencer la période de questions et je m'excuse d'avoir été un peu plus long que ce que j'aurais souhaité au départ. Frédéric. Merci, M. Pinault. Ça a été une présentation des plus éclairantes et vraiment ça a suscité plusieurs réactions et questions. Je prends la balle au bon. Vous parliez à l'instant des hydrocarbures. On a une première question qui porte plutôt sur l'exploration dans le nord du Québec. Est-ce qu'à votre connaissance, il y aurait éventuellement exploration dans le nord du Québec, puis peut-être toucher un mot sur le transport d'hydrocarbures dans ce coin-là? Dans le nord du Québec, la carte, on peut avoir accès à travers le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles à la carte des permis d'exploration qui ont été délivrés. De mémoire, il y en a très très peu qui ont été délivrés pour le nord du Québec. Par contre, évidemment, pour ce qui a trait à l'approvisionnement en hydrocarbures dans le nord du Québec, ça coûte très cher parce
parce que ça arrive soit par bateau, mais l'hiver ça peut pas arriver par bateau, ça arrive par avion. Donc il y a évidemment, là on voit tous les ports qui reçoivent des produits pétroliers raffinés. Donc il y a des produits pétroliers raffinés qui arrivent dans le nord du Québec. Ça reste très marginal par rapport à la consommation québécoise qui a lieu évidemment dans les régions populeuses. Les permis d'exploration, ils sont essentiellement donnés dans les basses terres du Saint-Laurent, toute la saga du gaz de schiste l'a révélé, en Gaspésie et sur l'île d'Anticosti, où on a donc les principaux permis. Et puis en Gaspésie, on a une production de pétrole et de gaz naturel qui pourrait voir le jour assez rapidement. Très bien, merci. Peut-être une petite précision sur le nombre de véhicules électriques. Vous avez mentionné dans la présentation un peu plus de 2000 sur 4,5 millions de véhicules. Est-ce que c'était bien des véhicules tout électriques ou des véhicules hybrides? Des véhicules tout électriques. Les véhicules hybrides représentent un demi de 1% du parc automobile. Donc on a dans les données de la SAQ, on en a. Il y en a, c'est en croissance, mais donc le chiffre que j'ai donné là, le 2300 véhicules, c'est un chiffre vraiment de véhicules tout électriques. Il y a davantage évidemment de véhicules hybrides. Le chiffre exact, je ne l'ai pas en tête, ni même dans les statistiques données. Oui, en fait, dans la répartition du nombre de véhicules de promenade au Québec, on a un demi de 1% des véhicules de promenade qui sont hybrides. Et ça, c'est à la page 18 de l'État du Québec. Et ça, c'est sur les 4 500 000 véhicules du Québec. Donc, un demi de 1% sont hybrides. Donc, ça reste une pénétration marginale. Et à votre connaissance, comment on se situe au Québec par rapport aux autres provinces du Québec ou des États des États-Unis, savez-vous? Non, je ne le sais pas. Ces statistiques-là sont obtenues de la Société d'assurance automobile du Québec. Il y a peu de statistiques pan-canadiennes comparables. Alors, il faudrait aller voir les agences équivalentes dans les autres provinces pour pouvoir comparer. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'au Québec est plus friand de petites voitures que les autres provinces canadiennes. Donc, il est possible qu'il y ait un peu plus de véhicules hybrides parce que puis j'ai vu qu'il y avait une question là sur est-ce que nous sommes vraiment verts au Québec, au point de vue des véhicules, on est un peu plus vert parce qu'on a plus de petits véhicules, mais c'est aussi lié aux revenus des ménages québécois qui sont souvent inférieurs à ceux d'autres provinces canadiennes. Mais donc la réponse est non, j'ai pas de chiffres exacts pour comparer le Québec aux autres provinces en termes de véhicules. Très bien, merci. Il y a une question relative au projet de la Romaine, le projet hydroélectrique sur la Côte-Nord. Une question relative au risque d'influencer les exportations. Comment tout ça va se traduire quand le projet sera réalisé? Mais on a déjà une mise en service de plusieurs centaines de mégawatts là à la fin 2014, la Romaine 2, si ma mémoire est bonne, a été mise en service. C'est 300 ou 400 mégawatts qui ont été mis en service. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, comme je disais, là, nos exportations sont rentables. Notre problème, c'est que les lignes de transport sont complètement congestionnées, complètement utilisées. La bonne nouvelle, c'est que c'est de l'énergie qui peut facilement être stockée dans les barrages d'Hydro-Québec, puisqu'on a presque 70 TWh de libre de capacité de stockage dans les barrages d'Hydro-Québec. La capacité de stockage des barrages d'Hydro-Québec, c'est 175 TWh. La dernière information qu'Hydro-Québec a donnée, c'est que c'était sous les 100 TWh de stock d'énergie électrique derrière les barrages. Donc on peut stocker et ça nous donne le temps de signer des contrats avec nos voisins. Il faudrait pouvoir signer avec New York, avec l'Ontario éventuellement, avec le Vermont, des contrats d'approvisionnement. Et à terme, je crois que c'est ce qui va être fait. Il faut évidemment, pour que ça soit rentable pour l'énergie de la Romaine, il faut qu'on puisse valoriser les attributs environnementaux. Le fait qu'il n'y ait pas de gaz à effet de serre, il faut que ça puisse être reconnu aux États-Unis. On n'est aujourd'hui pas rendu là, malheureusement, mais dans une politique énergétique québécoise, il faudrait que le gouvernement insiste sur la nécessité de mieux lier nos secteurs énergétiques pour pouvoir justement pleinement valoriser les attributs environnementaux de notre production d'électricité. Frédéric? Allô? Je n'entends plus Frédéric. Je peux lire des questions, alors je ne sais pas si on m'entend encore. Pierre-Olivier, c'est Jonathan, effectivement, je n'entends plus Frédéric non plus.
Je vais essayer de voir de mon côté s'il ne s'est pas déconnecté par erreur. Sinon, effectivement, tu peux regarder les questions qui s'affichent sur ton écran et y répondre de ton plein gré si c'est les meilleures. On a une question sur la viabilité du système de plafonnement et d'échange de droits d'émission québécois, le cap and trade, dans un contexte de réduction du prix du pétrole et d'augmentation de la consommation. Alors, c'est sûr que le 1er janvier 2015, on a eu la mise en place de la deuxième phase de notre marché du carbone, et avec le secteur de la distribution de produits pétroliers et de gaz naturel qui est rentré, donc une obligation pour les vendeurs d'essence d'acheter des droits d'émission pour correspondant au carbone contenu dans le pétrole. Et personne ne l'a vu passer, cette augmentation du prix de l'essence d'environ 2 ou 3 cents le litre liée à cette nouvelle contrainte d'acheter le droit d'émission. Personne ne l'a vu passer parce que, évidemment, le prix du pétrole a chuté, donc le prix de l'essence a diminué de 20 à 40 cents le litre. Et donc, quand le prix d'essence descend de 30 cents, le 2 ou 3 cents d'augmentation ne passe inaperçu. C'est une bonne nouvelle à court terme pour le marché du carbone parce que, comme personne n'en a pris conscience au niveau des consommateurs individuels, des ménages, eh bien, personne n'a pu s'en plaindre. Mais avec un plafond d'émissions qui décroît, eh bien, le choc ne sera que plus brutal en 2017-2018 parce que on a des plafonds d'émissions qui diminuent. On a un signal de prix sur l'essence qui, avec cette chute du prix du pétrole, amène les consommateurs à ne pas restreindre et à ne pas faire une transition vers des modes de transport moins énergivores. Donc, quand le plafond d'émissions québécois et californien sera suffisamment bas et que la demande va rejoindre ce plafond-là, eh bien, il va y avoir un choc et le prix de la tonne de carbone risque de monter bien plus haut que les 15 $ de ce mois-ci. Personnellement, je ne serais pas étonné si on avait 50-60 $ la tonne de carbone en 2018, par exemple. On a une question qui me dit que j'ai rejeté l'électrification du transport du revers de la main comme une stratégie à suivre afin de réduire nos émissions de GES. Sûrement cette stratégie a sa place parmi d'autres afin d'atteindre nos objectifs de 2020. Malheureusement pour 2020, non, absolument pas. Je maintiens que l'électrification des transports n'a pas sa place pour une stratégie de 2020 parce que il faut avoir, si on veut atteindre nos objectifs de 2020 qui sont ambitieux, moins 20% de nos émissions de gaz à effet de serre pour 2020, il faut vraiment s'attaquer à nos habitudes de transport et ce n'est pas en substituant des véhicules électriques à des véhicules conventionnels qu'on va changer nos habitudes de transport. Au-delà de 2020, pour 2025-2030, quand le prix des batteries sera plus bas et que les temps de recharge seront plus bas, eh bien, on pourra penser que l'électrification jouera un rôle. On peut préparer ce terrain-là, mais il ne faut pas faire miroiter à la population québécoise une électrification qui serait une solution pour nos objectifs de 2020 parce que ça n'est pas une solution. Tous les gens en électrification des transports le disent que pour 2020, l'électrification ne contribuera à toute fin pratique à peu près rien du tout pour nos objectifs. Pas de mots sur l'énergie géothermique. C'est vrai qu'il y a une question qui m'est posée sur l'énergie géothermique. C'est très marginal au Québec. Encore une fois, les données sont sont difficiles à obtenir. L'énergie géothermique est directement consommée par ceux qui en bénéficient. Donc, elle n'est pas vendue directement. Donc, les statistiques ne sont pas là. Ça pose un problème pour en rendre compte. Mais malheureusement, on n'a pas vu un déploiement de l'énergie géothermique au Québec ces dernières années. Ça pourrait évidemment jouer un rôle là dans l'évolution de notre bilan énergétique. Pourquoi, on me pose une question, pourquoi les prix de revient de l'énergie sont-ils différents selon les secteurs? Eh bien, et là, on fait référence à cette date ici que j'ai montrée. Eh bien, le coût moyen est très différent selon les secteurs parce que le secteur industriel est branché directement au réseau de transmission. Donc, on a tout le réseau de distribution qui est évité et donc, il y a une grande partie de la facture qui peut être évitée et ce qui n'est pas le cas des clients, de beaucoup de clients à faire.
Mais ce qui change dans les clients affaires, dans les tarifs d'affaires et industriels, c'est que leur consommation est beaucoup plus stable d'une heure à l'autre, tandis que la consommation résidentielle varie beaucoup, ce qui amène des coûts de distribution beaucoup plus élevés pour les clients résidentiels. Donc, pour expliquer cette différence du prix, du coût moyen, c'est vraiment une question de distribution. Le coût de distribution est beaucoup plus élevé pour les clients résidentiels. On est arrivé à la fin de notre webinaire. Merci, M. Pinault. Ça m'a fait plaisir. Ben, merci à vous, à tous, d'avoir participé, d'avoir partagé votre heure de lunch avec nous. Vous recevrez un courriel aujourd'hui pour vous donner le lien pour revoir en différé ce webinaire. Vous aurez également un accès à un sondage qui nous permet d'obtenir votre appréciation, mais surtout, nous vous remercions de nous indiquer vos idées de prochains webinaires ou de sujets liés aux énergies que nous devrions traiter dans nos prochaines conférences. Je vous invite également à visiter le site pour obtenir plus de détails sur le sommet énergie le 31 mars prochain. On a aussi une conférence Objectif Nord le 28 avril prochain à Québec. Encore une fois, merci M. Pinault et à vous tous, bonne fin de journée.